Le chatouillement de la queue du dragon. Le 21 mai 1946, le physicien Louis Slotin se tenait dans un laboratoire à Los Alamos, au Nouveau-Mexique, pour démontrer ce que ses collègues avaient surnommé « chatouiller la queue du dragon ». L'expérience consistait à rapprocher dangereusement deux hémisphères de plutonium recouverts de beryllium. Cet assemblage, connu sous le nom de cœur démoniaque, avait déjà tué un scientifique. Slotin utilisait seulement un tournevis pour maintenir les hémisphères séparés. 7 collègues observaient à proximité. Slotin avait déjà réalisé ce test auparavant, toujours à la main, toujours avec un tournevis. Il connaissait le risque. Au moment où les hémisphères se toucheraient, ils deviendraient critiques, libérant une bouffée de radiation mortelle. Mais Slotin était confiant, ses gestes étaient prudents et maîtrisés. Puis le tournevis a glissé. Les hémisphères se sont rejoints. Un éclair bleu a jailli du cœur, inondant la pièce d'une lumière crue. Slotin sentit instantanément un goût âcre envahir sa bouche. Il a immédiatement compris ce qui s'était passé. Sans hésiter, il déchira les hémisphères à main nue, stoppant ainsi la réaction. Ses collègues survivraient. Il ne le ferait pas. En quelques secondes, la nausée l'a envahi. Il est sorti et a vomi. Le personnel médical est arrivé rapidement, mais il n'y avait rien à faire. Slotin avait absorbé plus de 1000 rades de radiation, une dose mortelle. Le compte à rebours avait commencé. Au cours des 9 jours suivants, son corps a commencé à se dégrader. La radiation détruisait les cellules plus vite qu'elles ne pouvaient se régénérer. Son taux de globules blancs chuta brutalement. Il développa de douloureuses cloques sur les mains, là où il avait touché le cœur. Sa peau commença à se détacher par plaques. Des hémorragies internes débutèrent alors que la paroi de ses intestins se détériorait. Au 3e jour, il était dans une agonie constante. Ses mains enflèrent de façon grotesque, les tissus se nécrosant de l'intérieur. Il perdit du poids rapidement à mesure que son système digestif cessait de fonctionner. Les médecins tentèrent des transfusions sanguines, mais sa moelle osseuse ne pouvait plus produire de nouvelles cellules. La radiation avait brisé son ADN, rendant toute guérison impossible. Ses organes cessèrent de fonctionner un à un. Son cœur peinait à pomper le sang. Ses poumons se remplirent de liquide. La douleur devint insupportable, nécessitant une morphine constante. Le 30 mai, 9 jours après l'éclair bleu, Louis Slotin mourut. Son corps avait été détruit de l'intérieur, cellule par cellule, par des forces invisibles à l'œil humain. La toxine à effet retardé. Karen Veteran était l'une des plus grandes expertes mondiales en intoxication aux métaux toxiques. Au Dartmouth College, dans le New Hampshire, cette chimiste de 48 ans avait passé des décennies à étudier comment les métaux lourds endommagent le corps humain. Le 14 août 1996, elle étudiait les effets du mercure sur les mécanismes de réparation de l'ADN. Elle travaillait avec du diméthylmercure, un composé si toxique qu'une seule goutte pouvait être mortelle. Veterhan connaissait le danger. Elle portait des gants en latex et travaillait prudemment sous une hotte aspirante. Puis 1 ou 2 gouttes sont tombées sur sa main gantée. Elle a immédiatement suivi le protocole, retirant les gants et se lavant soigneusement. Le latex aurait dû offrir une protection. Elle ne s'est pas inquiétée. Le composé ne l'avait touché que quelques secondes avant qu'elle ne le nettoie. Elle a poursuivi son travail sans savoir que le diméthylmercure avait déjà traversé le gant et été absorbé par sa peau. Les mois ont passé. Veterhan se sentait parfaitement en bonne santé. Elle donnait des cours, menait des recherches, passait du temps avec sa famille. En janvier, 5 mois après l'incident, rien ne semblait anormal. Puis elle a commencé à buter sur ses mots pendant les cours. Son élocution est devenue pâteuse, confuse. Elle a perdu l'équilibre en traversant le campus. En quelques semaines, les symptômes se sont accélérés. Elle ne pouvait plus marcher sans assistance. Sa vision est devenue floue, puis s'est assombrie. Elle a perdu la capacité d'entendre clairement. Ses mains ont cessé de répondre aux ordres de son cerveau. Les médecins ont effectué des tests et ont découvert que le mercure avait franchi son système nerveux central, détruisant des neurones dans tout son cerveau. Le mercure avait attendu, s'accumulant silencieusement dans son sang, avant de franchir la barrière hémato-encéphalique. À présent, il démantelait systématiquement son système nerveux. Elle a perdu tout contrôle moteur. Elle ne pouvait ni parler, ni bouger, ni reconnaître sa propre famille. Les scanners cérébraux montraient des lésions étendues, se propageant dans le tissu. En février, elle était tombée dans le coma. Son cerveau continuait de se détériorer, le mercure détruisant chaque jour davantage de connexions. Il n'existait aucun traitement, aucun moyen d'éliminer le poison qui la tuait depuis des mois à son insu. Le 8 juin 1997, 10 mois après que 2 gouttes ont touché son gant, Karen Veterhan est décédée. La toxine qu'elle avait étudiée toute sa carrière était restée en elle tout ce temps, la fatale boule de feu. Le 6 août 1753, le physicien Georg Wilhelm Richmann tentait de reproduire les célèbres expériences électriques de Benjamin Franklin. Depuis sa maison à Saint-Pétersbourg, en Russie, ce scientifique de 42 ans avait construit un appareil destiné à attirer et mesurer la foudre. Cet après-midi-là, de sombres nuages s'amassèrent au-dessus de la ville, et le tonnerre gronda au loin. Richmann vit là son occasion. Il avait construit une tige métallique qui traversait le toit de sa maison, reliée à une barre de fer suspendue à des fils de soie dans son bureau.
Sous la barre pendait un pointeur métallique qui se déplaçait sur une échelle graduée lorsque l'électricité traversait le système. Contrairement à l'installation de Franklin, l'appareil de Richman ne possédait pas de fil de mise à la terre. Toute l'énergie électrique affluerait donc directement dans son laboratoire. Alors que l'orage s'intensifiait, Richman appela son assistant, un graveur nommé Sokolo, pour assister à l'expérience. Ils entrèrent ensemble dans le bureau. L'appareil réagissait déjà à l'atmosphère chargée, le pointeur bougeant légèrement. Richman s'approcha pour effectuer une lecture. Sans prévenir, une sphère bleu pâle se matérialisa près de la barre de fer. Le globe de feu, gros comme un poing, resta suspendu une fraction de seconde avant de foncer droit vers le visage de Richman. Elle le frappa en plein front avec une force énorme. La décharge électrique traversa son crâne et parcourut tout son corps. Le choc fut si puissant qu'il fit littéralement éclater la semelle de sa chaussure gauche. Sokolo fut projeté en arrière par l'explosion et perdit connaissance sur le coup. Lorsqu'il reprit ses esprits quelques instants plus tard, il trouva Richman étendu sur le sol. Une petite tache rouge marquait le front de Richman, là où la sphère avait frappé. Son corps gisait sans vie, de la fumée s'échappant encore de ses vêtements. Il n'y avait ni pouls, ni respiration. La décharge électrique avait immédiatement arrêté son cœur. La barre de fer au-dessus était tordue et partiellement fondue sous l'intensité de la décharge. Georg Wilhelm Richman était devenu la première personne jamais recensée à mourir en menant des expériences électriques. La foudre en boule avait parcouru le trajet du ciel à la tige, puis à la barre, pour finir directement dans son cerveau en moins d'une seconde, étouffé par l'invention. Thomas Midgley Jr. était un chimiste américain responsable de la création de l'essence au plomb et des chlorofluorocarbures. En 1940, à l'âge de 51 ans, il contracta la polio. La maladie le laissa gravement handicapé, incapable de bouger les jambes et avec une utilisation limitée de ses bras. Il se retrouva cloué au lit dans sa maison de Worthington, dans l'Ohio. Midgley refusa d'accepter l'impuissance. Inventeur dans l'âme, il conçut un système élaboré pour retrouver un peu d'indépendance. Il construisit un réseau de cordes et de poulies attachés à son cadre de lit et au plafond au-dessus. Ce dispositif était destiné à le soulever de la position allongée à la position assise, lui permettant de se déplacer sans l'aide d'infirmiers ou de membres de sa famille. Le système était complexe, avec de multiples cordes passant par des points fixes. En tirant sur certaines cordes dans un ordre précis, il pouvait se hisser vers le haut. Il utilisait l'appareil quotidiennement, devenant de plus en plus à l'aise avec son fonctionnement. Le matin du 2 novembre 1944, il était seul dans sa chambre. Il commença la routine consistant à se soulever lui-même. Quelque chose se passa mal. Les cordes s'entortillèrent en passant dans les poulies. Au lieu de le soulever en douceur, les cordes commencèrent à s'enrouler autour de son cou et de son torse. Il essaya d'inverser le mouvement, mais l'avantage mécanique qui rendait le système utile jouait maintenant contre lui. Les cordes se resserrèrent. Il tira plus fort, tentant de se libérer, mais chaque mouvement ne faisait que resserrer davantage les cordes autour de sa gorge. Il ne pouvait pas atteindre les points de libération. Ses bras affaiblis n'avaient pas la force de déchirer les cordes. La pression sur son cou augmenta, lui coupant la respiration. Il lutta, mais la poulie avait déjà absorbé trop de sa force physique. Les cordes se resserrèrent encore. Sa respiration s'arrêta. Il n'y avait personne à proximité pour entendre ou aider. Le système qu'il avait conçu pour lui donner sa liberté était devenu un piège dont il ne pouvait s'échapper. Lorsqu'on le découvrit plus tard ce matin-là, Thomas Midgley Jr. était mort, suspendu dans l'enchevêtrement de cordes et de poulies. L'invention censée l'aider l'avait étranglé dans son propre lit, le fléau qu'il s'était infligé lui-même. En 1900, le médecin américain Jesse Lazear était en poste à Cuba dans le cadre de la commission de la fièvre jaune de l'armée américaine. Le médecin de 34 ans pensait que la maladie était transmise par les moustiques, mais il lui fallait une preuve. Le 13 septembre, Lazear fit un choix délibéré. Il laissa un moustique infecté le piquer. L'insecte se nourrit de son bras pendant plusieurs secondes avant qu'il ne le chasse. La piqûre laissa une petite marque rouge sur sa peau. Lazear consigna l'événement dans ses notes et poursuivit son travail au camp Columbia. Il se sentait bien. Les jours passèrent normalement. Le 18 septembre, 5 jours après la piqûre, Lazear développa un mal de tête. Le soir venu, sa température monta à 102 degrés. Il comprit immédiatement ce qui se passait. La période d'incubation correspondait exactement à celle de la fièvre jaune. Il avait réussi à s'infecter lui-même. La fièvre monta encore au cours de la nuit. Ses muscles le faisaient souffrir de plus en plus. Le deuxième jour, ses yeux et sa peau commencèrent à jaunir, alors que son foie se mettait à défaillir. L'ictère se propagea sur tout son corps. Il vomit à plusieurs reprises, son estomac rejetant tout. Au troisième jour, les vomissements changèrent. Ce qui remontait n'était plus clair. C'était sombre, presque noir. Les hémorragies avaient commencé dans son estomac. C'était le symptôme caractéristique, le vomi noir qui a donné à la fièvre jaune sa réputation terrifiante. Du sang remplissait son système digestif. Ses reins commencèrent à cesser de fonctionner. Sa peau devint moite de sueur, alors que sa température corporelle fluctuait de façon incontrôlable. Le délire s'installa. Il sombrait par moments dans l'inconscience, son cerveau gonflé par l'infection. Le virus attaquait tous ses organes vitaux en même temps.
Le personnel médical essayait de le soulager, mais il n'existait aucun traitement contre la fièvre jaune. Il ne pouvait que regarder la maladie suivre son cours. Sa respiration était laborieuse. Son cœur peinait à rester régulier. Les hémorragies internes continuaient son corps incapable de coaguler. Le 25 septembre, 7 jours après l'apparition des premiers symptômes, Jesse Laziar mourut au camp Columbia. Son auto-infection délibérée avait apporté la preuve définitive que les moustiques transmettaient la fièvre jaune. La piqûre qu'il avait choisi de recevoir l'avait tué exactement comme il le savait. La synthèse explosive. Vera Yevstaffer-Popova fut l'une des premières femmes chimistes de Russie. Le 8 mai 1896, la jeune femme de 28 ans travaillait seule dans son laboratoire à Ijevski Zavod. Elle tentait de synthétiser le méthylidène phosphane, un composé dont la formule chimique est HCP. C'était une recherche à la pointe de la science. Personne n'avait encore réussi à isoler cette molécule. Popova comprenait les risques. Le méthylidène phosphane était supposé être extrêmement instable. Le composé était pyrophorique, ce qui signifie qu'il s'enflammait spontanément au contact de l'air. Même des traces d'oxygène pouvaient déclencher une réaction violente. Elle travaillait avec précaution, utilisant de la verrerie scellée et une atmosphère inerte pour éviter tout contact avec l'air. La synthèse nécessitait un contrôle précis de la température et de la pression. Elle surveillait chaque étape, ajoutant les réactifs lentement, guettant le moindre signe d'instabilité. Le composé se formait à l'intérieur du flacon scellé. Tout semblait sous contrôle. Elle se préparait à isoler le produit. Puis quelque chose a mal tourné. Un joint a cédé ou une trace d'oxygène est entrée dans le système. En une fraction de seconde, le méthylidène phosphane est entré en contact avec l'air. L'explosion a été instantanée et massive. Le produit chimique a explosé avec une force suffisante pour briser chaque pièce de verrerie du laboratoire. L'onde de choc a projeté le matériel à travers la pièce. Des éclats de verre sont devenus des projectiles, volant dans toutes les directions. La force de la déflagration a projeté Popova en arrière. L'explosion avait traversé son corps. Des fragments de verre s'étaient incrustés dans sa peau. Le feu chimique s'est propagé rapidement, enflammant d'autres matériaux dans le laboratoire. La fumée a envahi la pièce. D'autres chercheurs ont entendu l'explosion et se sont précipités vers son laboratoire, mais le feu bloquait l'entrée. Lorsqu'ils ont réussi à entrer, les flammes avaient déjà consumé la majeure partie de l'espace de travail. Ils ont trouvé Popova effondrée parmi les décombres. Les blessures causées par l'explosion étaient graves. Des éclats avaient pénétré sa poitrine et son abdomen. Des brûlures couvraient ses bras et son visage, là où la boule de feu initiale l'avait atteinte. Elle est morte des suites combinées du traumatisme et des brûlures. La synthèse qu'elle tentait n'avait réussi qu'un instant avant que la molécule instable ne se détruise elle-même, ainsi que tout ce qui l'entourait. Vera Popova est devenue l'une des premières femmes à mourir dans la poursuite de la recherche chimique. Le cocktail radioactif. Eben Byers était un riche industriel américain et un champion amateur de golf. En 1927, il s'est blessé au bras en tombant d'une couchette de train. Son médecin lui a recommandé un nouveau médicament breveté, appelé Raditor, pour accélérer sa guérison. Le produit était commercialisé comme un remède miracle scientifique, prétendant restaurer la vitalité et l'énergie. Chaque bouteille contenait du radium dissous dans de l'eau. Byers l'a essayé et s'est senti revigoré. Il s'est convaincu que le Raditor était responsable de l'amélioration de sa santé. Il a commencé à en boire régulièrement, finissant par consommer jusqu'à 3 bouteilles chaque jour. Il envoyait des caisses à ses amis, à ses associés d'affaires et même à ses chevaux. Pendant près de 4 ans, il a bu du radium de son plein gré, croyant que cela le rendait plus fort. Le radium s'accumulait dans son squelette. L'élément radioactif se comportait chimiquement comme le calcium, si bien que son corps le déposait directement dans ses os. Là, il émettait constamment des radiations, détruisant les tissus environnants cellule par cellule. Byers ne ressentit rien d'anormal jusqu'en 1931. Ses dents commencèrent à tomber sans avertissement. Des abcès douloureux se formèrent le long de sa mâchoire. Il perdit rapidement du poids, son visage devenant émacié et creusé. Les médecins l'examinèrent et découvrirent que sa mâchoire était littéralement en train de se désintégrer. La radiation avait transformé son squelette en une structure friable. Les chirurgiens lui retirèrent toute la mâchoire inférieure par section, essayant d'arrêter la propagation de la nécrose. Des trous apparurent dans son crâne, là où l'os s'était simplement dissous. Il ne pouvait plus parler clairement ni manger de nourriture solide. La douleur était constante et intense. Son corps continuait de se détériorer. La radiation s'était propagée dans tout son système squelettique, provoquant des fractures et la décomposition de tous les os majeurs. Il perdit plus de 50 livres. Des abcès cérébraux se formèrent alors que la radiation endommageait l'os protégeant son crâne. Il devint alité, incapable de bouger sans assistance. En mars 1932, son corps était complètement défaillant. Le radium qu'il avait consommé avec tant d'enthousiasme avait transformé ses os en poussière radioactive. Le 31 mars, à Manhattan, New York, Eben Byers est mort d'un empoisonnement par radiation. Une autopsie révéla que son corps contenait des niveaux dangereux de radium. Il fut enterré dans un cercueil doublé de plomb, afin de contenir la radiation qui émanait encore de ses restes. L'homme qui observait un volcan.
David A. Johnston était un volcanologue de 30 ans travaillant pour l'US Geological Survey. Le matin du 18 mai 1980, il était posté à un poste d'observation situé à 10 km au nord du mont St. Helens, dans l'État de Washington. Le volcan montrait des signes d'activité depuis des semaines, mais la position de Johnston était considérée comme sûre. Il avait passé la nuit à enregistrer des données et à observer la montagne. À 8h32, la face nord du mont St. Helens commença à s'effondrer. Un tremblement de terre avait déclenché un énorme glissement de terrain, emportant tout un flanc du volcan en quelques secondes. Cela a libéré la pression qui s'était accumulée à l'intérieur de la montagne pendant des mois. Johnston a vu cela se produire. Il a saisi sa radio et a transmis au bureau de Vancouver. Vancouver, Vancouver, c'est le moment. Ce furent ses derniers mots. L'explosion latérale a jailli horizontalement depuis la chambre magmatique exposée. Ce n'était pas une explosion verticale comme la plupart des éruptions volcaniques. Au lieu de cela, un mur de gaz surchauffé, de cendres et de roches a fusé latéralement à travers le paysage à des vitesses dépassant 600 miles à l'heure. La température à l'intérieur de l'explosion dépassait 1300 degrés Fahrenheit. Le flux pyroclastique se déplaçait plus vite que la vitesse du son. Johnston n'a eu aucun temps pour réagir, aucune possibilité de s'échapper. Le poste d'observation, une remorque renforcée fixée au sol, n'offrait aucune protection contre des forces d'une telle ampleur. L'onde de choc a frappé avec la force d'une explosion nucléaire. Tout ce qui se trouvait sur son passage a été instantanément anéanti. Les arbres ont été dépouillés de leur écorce et de leurs branches, réduits à de simples poteaux ou complètement brisés. Le sol a été décapé jusqu'à la roche-mère. La chaleur a instantanément vaporisé toute matière organique. Le corps de Johnston a été exposé à des températures qui ont transformé chair et os en cendres en une fraction de seconde. Il n'y a pas eu de combustion, pas de destruction progressive. Il a simplement cessé d'exister physiquement. Lorsque les secours sont arrivés plusieurs jours plus tard, ils n'ont rien trouvé, ni caravane, ni équipement, ni reste. Toute la crête avait été entièrement nettoyée. David Johnston avait été effacé de l'existence par l'explosion volcanique à laquelle il avait consacré sa vie d'étude. Si vous voulez voir plus de vidéos comme celle-ci, cliquez sur la vidéo à l'écran maintenant et n'oubliez pas de vous abonner.